Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la suite de Conway, qui est un sujet possible pour le grand oral du bac. Alors, bien évidemment, le but, c'est pas de refaire exactement ce que je vais faire dans la vidéo. Là, le but, c'est de vous présenter la suite de Conway avec ses différentes propriétés. Après, à vous de choisir qu'est-ce que vous allez présenter pendant l'oral, qu'est-ce que vous allez garder comme question, et ce dont aussi vous n'allez pas parler, puisqu'il y a énormément de choses à dire sur cette suite de Conway. Donc là, après, à vous de faire votre propre plan. Alors la suite de Conway, elle a été créée par John Norton Conway, donc en 1986, donc on voit que c'est très récent par rapport à d'autres théorèmes ou propriétés qui ont plusieurs centaines d'années. Donc ici c'est quelque chose d'assez récent, alors qu'on va voir que c'est une suite pourtant qui est assez basique. Alors pour vous présenter cette suite, je vais partir non pas de la vraie suite de Conway, mais d'un autre exemple pour bien qu'on comprenne le principe de construction de la suite. On va partir du premier terme, qu'on va appeler la graine, et ici je vais mettre des lettres plutôt que des chiffres, comme ça on comprendra beaucoup mieux. Donc je vais dire que la graine, c'est-à-dire le premier terme, je vais dire que c'est AB, donc la lettre A et la lettre B. Et le principe de construction c'est le suivant, c'est que je vais lire ce que j'ai là, puis je vais écrire ce que j'entends. Là, qu'est-ce que j'ai un A et un B, donc j'écris un A et un B. J'ai A et B, ça fait un A, un B, bah, j'écris un A et un B. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Bah, j'ai un A, un 1 et un B. Donc j'écris un A, ensuite j'ai un et je termine par un B. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Je vois que j'ai 3 un A, 3 1 et un B. Donc j'écris 3 un A, j'ai encore 3 1 et ensuite j'ai un B. Et on continue, etc., etc. Je fais le dernier terme. Donc là, j'ai un 3. Là, j'ai un, donc ça me fait 2 1. Ensuite, j'ai un A. Ensuite, j'ai un 3. Ensuite, j'ai 2 1. Et je termine par un B. Donc on voit que c'est une suite qui se construit par rapport à ce que l'on dit et ce que l'on entend. C'est-à-dire que j'ai un A et un B, donc j'écris un A et un B. C'est pour ça qu'on appelle ça une suite, on appelle cette suite la suite Look and Say. Donc en anglais, puisque Conway était anglais. Donc je regarde et je dis, et après j'écris ce que je dis. Ce qu'on appelle en français une suite audio active, d'accord, puisque c'est par rapport à ce qu'on entend qu'on va construire le terme d'après. Donc là je suis parti du premier terme qui était AB, ce qu'on appelle la graine, hein, comme j'ai dit. Mais en réalité, dans la vraie suite de Conway, on peut prendre n'importe quelle graine, sauf que la graine la plus intéressante, on va voir que c'est quand on a le chiffre 1. Donc la graine que je vais prendre ici, ça va être 1, qui est mon premier terme que je vais noter, U0. Alors la suite, je vais la construire ici pour la garder, et puis par la suite, je vais faire les calculs là. Et on va voir que si on la place d'une certaine manière, c'est assez intéressant. Donc si je commence par 1, ici, donc ça c'est le premier terme U0. Ensuite, qu'est-ce que je lis? Je vois que j'ai un 1. Donc j'écris un 1. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 2 1. Donc ça me fait 2 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2 et un 1. Donc j'écris un 2 et un 1. Ensuite, j'ai un 2 et 2 1. Donc j'ai un 2 et 2 1. Ensuite, j'ai 3 1, 2 2 et un 1. Donc j'ai 3 1, 2 2 et un 1. Ensuite, j'ai un 3, un 2 2 et 2 1. Ensuite, j'ai un 3, 2 1, 3 2 et un 1, etc., etc. Et après, si on fait tous les termes, on verrait qu'on obtient une courbe qui va ressembler à ça. Alors, c'est pas une courbe, mais c'est deux portions de courbe. Donc là, j'ai le premier terme ici, 1. Ensuite, j'ai un 2 1, 2 1, etc., etc. Et ça fait quelque chose de symétrique, qui est assez joli. Après, vous pouvez regarder sur Internet, on trouve facilement la photo complète. Et donc, ça ressemble un peu à une exponentielle, soit croissante, soit décroissante. Et ça, c'est bien sûr lié au nombre de termes, parce que plus il y a de termes, plus c'est large. Et justement, la longueur de chaque terme, on va en parler par la suite. Donc ça, c'est la suite de Conway que l'on obtient quand on prend comme graine 1. La graine 1 est la plus intéressante puisque c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir montrer facilement pas mal de propriétés. Ces propriétés se retrouvent aussi, la plupart, quand on a non pas une graine 1 mais une autre graine, mais c'est beaucoup plus simple de montrer quand on a une graine 1.
Alors, c'est parti pour les différentes propriétés. Je ne vais pas toutes les montrer, je vais en montrer certaines, surtout les plus faciles, celles que vous pourrez démontrer après pour le grand oral. Alors, la propriété la plus simple, c'est que déjà j'ai toujours un nombre pair de termes. Donc, toujours un nombre pair de termes. Alors, comment ça se fait? Ça, c'est très facile à démontrer, c'est que à chaque fois que j'ai un terme ici, par exemple le 2, eh bien, je sais que sur la ligne du dessous, ça va me donner un 2, ça va me donner le nombre de 2 qu'il y a, et puis après, le chiffre en question. Par ici, j'ai un 1, donc j'ai le nombre de termes, le nombre de 1, puis le chiffre en question, pardon, donc le 1. Ensuite, pareil, ce 1 me donne un 1, le 2 me donne un 2, et les deux 1 me donnent 2 1. Donc ça c'est important, et du coup c'est assez simple à voir que pour n'importe quel terme, j'ai le chiffre de rang pair, donc par exemple le 3 ici, le 2 et le 1, qui lui modélise le nombre de chiffres que j'ai au-dessus, le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 1, tandis que les chiffres de rang impair, donc le 1, le 2 et le 1, eux, par contre, correspondent aux chiffres en question que j'ai au-dessus. Donc ce 1 là, c'est à cause des 1 là, le 2 ici, c'est à cause du 2 là, et le 1 là, ça correspond à ce 1 là. Alors que le 3, le 2 et le 1 correspondent au nombre de 1 que j'ai, au nombre de 2 que j'ai, et au nombre de 1 que j'ai. Donc on voit qu'à chaque fois, ça marche par 2, j'ai à chaque fois le nombre de termes, puis le terme en question. Et donc j'ai forcément un nombre de termes qui est pair. Alors attention, sauf pour U0, puisqu'on a vu que U0, on commence à 1, donc forcément, lui, il sera tout seul. Donc ça, c'est l'exception, mais à partir de U1, donc si on note ça, U0, U1, U2, à partir de U1, j'aurai forcément tous les nombres qui seront pairs, enfin qui auront un nombre de termes qui est pair. Ensuite, l'autre propriété, elle est liée à ce que j'ai dit avant, et c'est le fait que je ne peux pas avoir 4 chiffres consécutifs identiques. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir, par exemple, 1, 1, 1, 1, ou 2, 2, 2, 2, ou 3, 3, 3, 3. Pourquoi? Parce que si je regarde les termes de rang impair, par exemple ici le 1, le 2 et le 1, eh bien c'est par rapport aux chiffres que j'ai au-dessus. Donc là j'ai des 1, là j'ai des 2, et là j'ai des 1. Sauf que si j'ai 2, 2, 2, 2, 2, par exemple, imaginons que je prenne 2, 2, 2, 2, eh bien ça veut dire que ceux de là et ceux de là, c'est par rapport au chiffre 2 que j'avais au-dessus. C'est-à-dire qu'avant j'avais 2, 2, et là j'avais aussi 2, 2. Mais à ce moment-là, j'écrirais pas 2, 2, 2, 2, j'écrirais 4, 2. D'accord? Si j'ai 2, 2, 2, 2, j'écrirais sur un dessous 4, 2, et non pas 2, 2, 2, 2. Donc on voit que ce n'est pas possible d'avoir 4 termes qui se suivent, du fait que les termes de rang impair, donc là le 1, le 2 et le 1, eux sont forcément différents, parce que s'ils étaient identiques, ça voudrait dire qu'au-dessus, j'aurais ces mêmes chiffres identiques qui suivent, mais à ce moment-là, je n'aurais pas écrit dans deux termes différents, je les aurais écrits en un seul. Donc je ne peux pas avoir quelque chose du style XXXX. Et donc, si je ne peux pas avoir 4 chiffres identiques, et bien sur la ligne de dessous, donc ça c'est pas possible, hein, ça c'est interdit, on va dire, enfin impossible on va dire, plutôt, hop. Donc comme ça c'est impossible, je ne peux pas en dessous avoir 4x, ou 5x, ou 6x. Donc ça c'est aussi impossible, puisque je ne peux pas avoir 4 chiffres qui suivent, je ne peux pas avoir le chiffre 4. Et donc, si je ne peux pas avoir le chiffre 4, je ne peux pas non plus avoir le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 7, etc., etc. Ce qui fait que, dans les différents termes de la suite de Conway, je n'ai que des 1, ou des 2, ou des 3. Et je ne peux pas avoir autre chose que 1, ou 2, ou 3. Alors, sauf si, dans la graine, je mets 4, 5, 6, etc. Parce que si je mets 4, à ce moment-là, je peux avoir des 4, 5, je peux avoir des 5, etc., etc. Mais je ne pourrais à jamais avoir rien d'autre que des 1, des 2 ou des 3, et éventuellement un autre terme qui correspondrait à la graine. Si la graine je mets 5, à ce moment-là, dans le reste je pourrais avoir 5, oui en effet, mais je ne pourrais avoir que 1, 2, 3 et 5. Donc ça c'est une autre propriété de Conway, hein, qui est que la suite ne contient que des chiffres qui sont 1, 2 ou 3. Ensuite, une autre propriété, c'est par rapport au début et à la fin des différents termes. Donc, à partir du quatrième terme, enfin du coup si je marque U3 et ici U4,
on voit que la fin c'est 211, 221, 211, 221, 211, 221, etc., etc. Et donc ça alterne. Et c'est-à-dire que les U de K ou U de K plus 1, c'est-à-dire que les termes d'indice pair ou d'indice impair, alors je ne vais pas mettre égal, mais se terminent par. Donc les U de K, c'est-à-dire tout ce qui est U4, U6, U8, etc., on voit qu'ils se terminent par 221, alors que les U de K plus 1, eux, se terminent par 211. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Ça, je vais le montrer aussi, ça c'est assez simple. Imaginons qu'à un moment, on a un terme qui se termine par 221. Typiquement, hein, le U4, on peut même dire à partir du U3, mais imaginons que là, comme j'ai dit, le U de K, je vais partir de ça. Donc imaginons on a un terme qui se termine par 221, donc ça veut dire qu'avant, je mets X pour dire le X, ça peut être soit un 2, soit un 1, soit un 3, n'importe. Du coup, par quoi va se terminer le terme d'après? Eh bien, comme j'ai un 1 j'ai qu'un seul 1 à la fin, donc forcément la fin ce sera un 1. Et avant, je vois que j'ai des 2. Alors je ne sais pas combien j'en ai, mais par contre je sais que c'est un 2. Donc je sais que j'ai Y2, avec Y le nombre de 2 qu'il y a là. Donc je peux en avoir soit 2, si ici j'ai 1 ou 3, mais si là j'ai un autre 2 par exemple, et bien à ce moment-là j'aurai 3 2. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça se terminera par 211. Le 1, 1 à cause du 1 tout seul qui est là, et le 2 parce que avant j'ai que des 2. Maintenant, si on regarde le terme d'après. Le terme d'après, je vois que ça se termine par 2, 1. Donc là, ça se terminera forcément par 2, 1. Et avant, j'ai 2, et avant, je peux aussi avoir d'autres 2, ou un 1, ou un 3, n'importe. Mais en tout cas, j'aurai un certain nombre de 2. Donc j'aurai Z2. D'accord? Avec Z, le nombre de 2 qu'il y a là. Et donc je vois que maintenant, je me termine par 221. Et donc d'après le même raisonnement qu'ici, le terme d'après ce sera 211, puis 221, 211, 221, etc., etc. Donc là je vais montrer par récurrence sans la rédiger proprement, mais grosso modo voilà l'idée de la démonstration. Donc à partir du moment où j'ai un terme qui se terminera soit par 221, soit par 211, j'aurai forcément cet enchaînement à la fin. Or, à partir d'où est-ce qu'on a ça? Et bien à partir de U3, c'est-à-dire du quatrième terme. On voit qu'à partir de U3, là j'ai 211, donc forcément après 221, puis 211, 221, 211, 221, etc. etc. Donc, on voit que c'est ceux les U de K qui se terminent par 221 et les U de K plus 1 qui se terminent par 211. Ça c'est une autre propriété, on voit que la démonstration, on peut la faire de manière assez simple. Une autre propriété concerne par contre cette fois-ci le début. Donc là, les premiers termes, on va dire le début de chaque terme. Alors là, ce sera plutôt à partir de U7, donc là c'est U5, U6 et U7. Alors là, j'ai pas écrit les termes d'après, mais je vous invite à les écrire pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Et là, par contre, ça va être successivement, d'abord 1113, donc là ça va donner 1113 pour le terme U7, puis on va passer à 3113, puis on va passer à 1321. Alors pourquoi là c'est un peu le même principe? C'est que là, si je commence par 1113, bah, je vois que là j'ai 3 1 et ensuite j'aurai un 3. Alors je peux avoir d'autres 3 après, mais en réalité j'en aurai pas d'autres, ça je pourrais le démontrer facilement. Ensuite ici je vois que j'ai un 3, j'ai 3 2, et après, pardon, je recommence. Ici je vois que j'ai 3 1 et un 1, et un 3, pardon. Maintenant, pour ici, je vois que j'ai un 3, et ensuite, je vois que j'ai un 1, puis un 3, donc ça veut dire que j'ai 2 1. Puisque j'ai 1 et 1, donc j'ai 2 1. Ensuite, pour aller de là à là, bah là, je vois que j'ai un 1, donc je mets un 1. Ensuite, je vois que j'ai qu'un seul 3, parce qu'après j'ai un 2, donc là, je mets un 3. Et donc, forcément, après, je vois que j'ai un 2, donc en réalité, la suite ici, ce sera un 2. Et donc, c'est pour ça que je vois que pour le deuxième terme, j'aurai forcément 3, 1, ensuite j'aurai un 3, et parce que après c'est pas un 3, c'est forcément un 1. Et donc après c'est cyclique, et donc là, cette fois-ci, c'est pas les pairs et impairs, mais c'est plutôt modulo 3, donc ça commencera toujours par le même début. Voilà. Là, ici, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que là c'est un tout petit peu plus délicat, mais on voit que la démonstration, c'est quasiment la même que pour les termes qui sont pairs et impair. Donc là c'est pas mal parce que à partir de U7, on a déjà forcément le début et la fin. Donc après il suffit de savoir qu'est-ce qu'il y a au milieu.
Alors maintenant, pour la partie vraiment plus délicate, c'est ce qui concerne la suite, donc le nombre en question, et surtout la longueur de la suite. Donc on peut poser une suite qu'on va appeler Ln, qui est le nombre de termes de la suite. Enfin, le nombre de termes, plutôt, de UN, qui est les différents éléments de la suite de Conway. Alors, Ln, le nombre de termes, on pourrait montrer que ce nombre de termes est strictement croissant à partir de U4, puisque on voit de U5, pardon, puisqu'on voit qu'au début, donc là ça monte, là c'est constant, c'est le même nombre, donc à chaque fois j'ai 2 termes, là j'en ai 4, là j'en ai 6, là j'en ai encore 6, donc là de U4 à U5 le nombre est constant. Par contre on voit qu'à partir de U5, et ben là j'ai un terme en plus. Enfin, un terme de chaque côté en plus. Ensuite, sur U7, j'ai un terme de chaque côté en plus, etc., etc. Alors, des fois, j'aurai 2 termes de chaque côté en plus, des fois 3 termes, etc., etc. Bon. Et donc, apparemment, ce Ln qui est le nombre de termes de Un, c'est une suite qui est croissante, et qui est même strictement croissante, à partir, du coup, on a dit, de U5. À partir de U5. Et donc, si le nombre de termes est strictement croissant, forcément, la valeur de UN sera elle aussi strictement croissante, parce que si j'ai plus de termes, c'est-à-dire que je passe dans les dizaines ou les centaines supérieures, et donc forcément, ça veut dire que ma suite en question UN sera aussi strictement croissante. Donc pour montrer que la suite UN est croissante, il suffit de montrer que son nombre de termes est croissant. Alors, là, je ne vais pas faire de démonstration parce qu'elle est assez longue, je vais juste vous expliquer le principe, et de toute façon, je pense pas qu'à l'oral, on va vous le demander, parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Je vais juste montrer un petit peu le principe de démonstration de cette propriété. Donc, là, on va s'intéresser au nombre de termes de la suite. Et le nombre de termes de la suite, de quoi il va dépendre? À chaque fois, il va dépendre du nombre d'avant. Du terme d'avant de la suite UN. Or, on a dit que je ne peux pas avoir xxxx, c'est-à-dire je ne peux pas avoir 4 termes successifs, identiques. Donc, c'est-à-dire que soit j'ai un x qui est tout seul, et donc à ce moment-là, j'ai un y et un z de chaque côté. Ça, c'est ce qu'on appelle un singleton. Et si j'ai un singleton, ce x, qu'est-ce qu'il va me donner sur le terme d'après? Il va me donner un x. Donc, il va me donner des termes en plus. Par exemple, ici, le 2 va me donner un 2. Donc là, j'avais un seul terme qui se transforme en 2 termes. Donc ça, c'est pour les singletons. Donc les singletons, ça montre bien que le nombre de termes augmente. L'autre possibilité que j'ai, c'est d'avoir xx avec y et z de chaque côté, donc avec y et z qui sont différents de x, et à ce moment-là, ça me donne 2x. Par exemple ici, j'ai 2, 2, bah, ça me donne 2, 2. Ici, j'ai 1, 1, ça me donne 2, 1. Donc là, par contre, c'est un doublet, et un doublet, je vois qu'il reste un doublet, parce qu'au début, j'avais xx, ça se transforme en 2x. Donc un doublet, par contre, lui, garde le nombre de termes. Donc lui, il n'est pas intéressant, entre guillemets, dans le sens où c'est pas lui qui va me faire augmenter le nombre de termes. Par contre, le troisième cas qu'on a, c'est si on a un triplet, donc xxx, toujours avec y et z différents de x, et à ce moment-là, ce xxx va me donner 3x, parce que x et x et x, sur l'un d'après, ça me donne 3x. Comme ici, par exemple, j'ai 1, 1, 1, ça me donne 3, 1. Là, j'ai 2, 2, 2, ça me donne 3, 2. Là, par contre, au contraire, le nombre de termes diminue. Parce que je vois que c'est 2, 2, 2, là j'ai 3 termes, mais ça se transforme en 3, 2. Donc au contraire, les triplets, ils diminuent le nombre de termes, contrairement aux doublets qui, eux, gardent le nombre de termes constant, et aux singletons qui, eux, augmentent le nombre de termes. Donc pour montrer que ma suite est strictement croissante, c'est pas sur le nombre de duets que ça va m'intéresser, puisque le nombre de duets garde le nombre de termes. Par contre, c'est les singletons et les triplets. Et donc, ce qu'il faut, c'est que j'ai plus de triplets, de singletons, pardon, justement. Il faut que j'ai plus de singletons que de triplets, puisque les singletons, ils augmentent de 1 le nombre de termes. Donc là, ça, les singletons, eux, c'est plus un terme, alors que les triplets, eux, c'est moins un terme. Alors si j'ai autant de singletons que de triplets, bah, plus 1, moins 1, ça va s'équilibrer, donc j'aurai autant de termes. Mais moi, je vais vous montrer que c'est strictement croissant, donc il faut montrer que j'ai plus de singletons que de triplets. Comme ça, je vais augmenter plus mon nombre de termes qu'il ne va diminuer. Bon. Alors, la démonstration, elle est un petit peu longue, elle n'est pas forcément la plus évidente, donc je vais juste, encore une fois, vous montrer le principe. En fait, c'est lié au fait que, comme on l'a vu,
les chiffres de rang impair, donc par exemple celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, sont forcément différents. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure pour montrer que je ne peux pas avoir 4 chiffres identiques qui se suivent. Donc ça veut dire que si j'ai un triplet, le triplet ne peut pas être là-dessus. Ça ne peut pas être un nombre, un chiffre impair et un nombre de chiffres impairs. Ça ne peut pas être non plus ces deux-là, enfin ces trois-là ou ces trois-là. Et je vois qu'en effet, bah là j'ai 1, 1, 3, là j'ai 3, 3, 2, 1, etc., etc. Par contre, les seuls triplets que je peux avoir, ils sont sur les chiffres de rang pair. C'est ce qu'on voit sur au-dessus. Donc là, on a dit que ceux-là, ceux-là et ceux-là sont forcément différents. Alors que le triplet, où est-ce qu'il est? Bah justement, il est entre deux chiffres de rang pair. D'accord? Parce que lui, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e. Et pareil pour lui. D'accord? Donc c'est... tout dépend si lui on prend à 0 ou à 1, mais si on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à ce moment-là, ça c'est le 5e et le 7e. C'est-à-dire les chiffres de rang impair, tandis que ceux de rang pair, comme ils ne peuvent pas être identiques, eh bien ça ne marche pas. Or, si je prends justement ici un triplet, eh bien j'ai forcément un singleton après. Ça, c'est justement, là c'est là que le repose de la démonstration, c'est que quand j'ai un triplet, j'ai forcément au moins un singleton après. Et donc le fait d'avoir au moins un singleton après fait que chaque triplet est équilibré par au moins un singleton, donc à ce moment-là, ça se simplifie. Mais il faudrait en plus montrer que j'ai nécessairement, quand j'ai un triplet, j'ai nécessairement un singleton en plus, on a vu que la suite était strictement croissante, et c'est là que c'est un petit peu plus délicat, et donc à ce moment-là, là je ne vais pas le faire, mais ça c'est une espèce de récurrence qu'on pourrait montrer ça. Donc ça c'est pour la suite Ln, donc le nombre de termes qui est strictement croissant. Et pour aller plus loin sur cette suite Ln qui est le nombre de termes, on pourrait montrer, alors là par contre, pour le coup la démonstration est beaucoup plus compliquée, que la limite de la suite ln plus 1 sur ln, donc du rapport de la longueur au terme n plus 1 sur ln, c'est égal à une constante qu'on appelle lambda, et qui est environ égale à 1,304. Bon. Alors, d'où vient cette constante? Et bien cette constante, justement, on pourrait montrer quelle est la solution d'une équation de degré 60, enfin la racine d'un polynôme de degré 71. Donc un polynôme de degré 71, c'est du style x puissance 71 plus quelque chose fois x puissance 10 plus égale 0. Donc là je mets un petit a par exemple, hein, avec un coefficient. Et donc, ce polynôme de degré 71, donc on n'en trouve pas souvent hein, dans la vie, eh bien, si on fait égal 0, donc si on cherche les racines de ce polynôme, eh bien on verrait que ce fameux lambda, le rapport de ln plus 1 sur ln, est racine de ce polynôme. Alors on peut se dire, bah, quel est l'intérêt de savoir que c'est racine d'un polynôme de degré 71? Alors, pas grand-chose dans l'absolu, si ce n'est que c'est quand même assez étonnant qu'une suite qui se construit quand même de manière assez particulière, si on fait le rapport de la longueur ln plus 1 sur ln, on tombe sur une constante qui est, non pas un chiffre comme ça qui sort de nulle part, mais qui est racine d'un polynôme particulier. Bon. C'est pour ça que la démonstration est très compliquée, hein. C'est bien qu'en terminale c'est assez compliqué à démontrer, mais en tout cas voilà, ça peut être évoqué éventuellement à la fin, en conclusion du grand oral. Alors justement, en conclusion du grand oral et de cette vidéo, on peut aller beaucoup plus loin dans la suite de Conway, mais je vais m'arrêter ici sur tout ce qui est démonstration. Mais ce qui est important surtout sur la suite de Conway, c'est ce que Conway a appelé le théorème cosmologique. En gros, grosso modo, ce que Conway a trouvé, c'est que les différents chiffres, les suites de chiffres que l'on avait dans les différents termes, en fait, ça va être toujours plus ou moins les mêmes. Par exemple, ce 1, 1, 1, 3, ça va être un motif qui va se répéter, enfin qu'on va retrouver dans d'autres termes. Après, ce 2, 1, 3, 2, par exemple, sera un autre motif, etc. etc. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 94 motifs différents. Donc les motifs, c'est du style 1, 1, 1, 3 ou 1, 1, 2, 2, etc. Donc il y avait 94 motifs différents. Et il s'est dit, bah tiens, 94, ça correspond au nombre d'éléments naturels du tableau périodique. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a associé chaque motif avec un élément du tableau périodique. Un élément du tableau périodique, donc là c'est pour faire le lien avec la physique ou la chimie. Si
si vous avez cette spécialité également. Et donc, puisque chaque motif est associé à un élément du tableau périodique, et que chaque terme peut s'écrire comme une succession de ces motifs, eh bien il s'est dit, bah tiens, le 1,1,1,3 par exemple, c'est je sais pas, du carbone, et le 2,1,3,2, ça par contre, c'est par exemple du soufre, et le 1,1, ça par contre, c'est de l'oxygène. Et bien du coup, il dit que U7, c'est carbone, soufre, oxygène. Voilà. Ou après, si on a le 1,3, 1,1, par exemple, ça c'est du lithium, et que après j'ai par exemple du manganèse, et bien là il dit, bah, ça c'est lithium, manganèse. Et comme ça, on pourrait montrer que, alors, sauf au début, ce qu'on appelle la partie exotique, où là il n'y a pas de motif particulier, mais à partir d'un certain rang, eh bien, on a une succession de ces motifs, de ces 94 motifs, et donc chaque terme peut être exprimé non pas comme une suite de chiffres, mais comme une succession d'éléments du tableau périodique. Bon. Et après, du coup, à partir de ça, il est parti sur le théorème cosmologique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il y a plein de propriétés qu'on pourrait montrer à partir de cette association entre les motifs et le tableau périodique. Et donc, c'est ça qu'il a appelé le théorème cosmologique, c'est toutes les différentes propriétés qu'on a par rapport à ça. Donc ça, bien évidemment, pareil, hein, éventuellement à évoquer en conclusion de l'oral, mais ne pas trop rentrer dans les détails, je pense, dans la partie principale, parce que sinon, après, les examinateurs vont vouloir justement rentrer dans les détails, peut-être voir des démonstrations ou des propriétés assez particulières, et qui là, pour le coup, sont assez compliquées par rapport à ce que j'ai montré avant. Donc moi, je vous conseille plutôt soit de ne pas l'évoquer, soit de l'évoquer, mais en conclusion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.